Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Asphalte. Aujourd'hui un programme spécial Italie, vous allez comprendre pourquoi. Tout de suite, le sommaire en images. Nous vous ferons découvrir la Eventra de la firme Mazzanti, une GT bluffante produite à seulement 5 exemplaires par an, vous allez voir du sur-mesure. Une nouveauté dans Asphalte, nous vous donnerons un véritable cours de mécanique à l'aide d'un professionnel spécialiste DR5 Turbo. Et pour laisser une belle italienne qui vient à peine de sortir, il s'agit de la Ghibli de chez Maserati. Elle est conçue pour attaquer des valeurs bien établies comme les Mercedes CLS et BMW série. Il est l'heure à présent de rejoindre notre pilote du jour, Gilles Siamin, qui est de retour dans Asphalte. Non mais qu'est-ce que vous m'avez ramené encore? Bonjour Vanessa. C'est pas possible. Vous allez Bonjour bien Gilles, ça va très bien. Ben voilà, Une Stratos, une vraie Stratos. une vraie Stratos et groupe 4 en plus. C'est pas possible, mais d'où elle vient? Ben elle vient toujours de mes petits secrets. Vous voulez pas ça dévoiler? restera confidentiel, mais bon, ça Ah fera là partie là, un peu mais des... quand je pense qu'elle a été championne du monde des rallyes quand même, c'est impressionnant. C'est vrai, Est-ce qu'on peut parler un peu du moteur? Qu'est-ce qu'elle a? Oui. C'est une propulsion? bien sûr. si mes souvenirs sont bons. C'est la première vraie voiture de rallye qui a été construite par un constructeur, c'est-à-dire en faisant un prototype. Oui, c'est vrai que c'était la première voiture construite pour les rallyes et non pas adaptée au rallye comme d'autres constructeurs. Exactement, Ça c'est vrai, je m'en souviens tout bien. à fait. Donc on voit une voiture très courte, très basse, avec un moteur arrière, À l'arrière, centrale. propulsion, et un moteur évidemment à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Ben, c'était le Dino Ferrari, le V6. Donc voilà, en plus en groupe 4 équipé comme ça, on avoisine presque les 300 chevaux. Ah oui, quand même. Et Donc, niveau comportement, comment elle se comporte sur la route? Ben, écoutez, pour une voiture des années 70, Ouais. c'est exceptionnel. Nous qui avons un peu Donc l'habitude d'avoir essayé toutes les générations des voitures de rallye, on comprend pourquoi cette voiture a gagné autant de Eh courses oui, et qu'elle a fait la c'est légende. ça, c'est vrai. Voilà, Elle est magnifique. Belle surprise pour moi. Merci beaucoup en tout cas. c'était pour vous. Aujourd'hui, on va rester dans l'esprit italien. J'ai pour vous la Maserati Ghibli. Alors, une voiture de maître, une petite berline, on design quand même avec l'esprit sportif. Petite calandre qu'on retrouve quand même avec l'esprit Maserati. Mhm, tout à fait. On est bien loin des Maserati des années 70 quand même. Oui, Hein, c'est ça vrai. a bien changé. Et je trouve qu'elle a un design vraiment sportif. C'est vrai. Belle Vous en surprise pensez aussi. quoi? Oui, Ouais. ça vous plaît? J'ai hâte de l'essayer. Écoutez, maintenant qu'on a découvert le design, je pense que les clés sont déjà à l'intérieur. Vous pouvez y aller. On se retrouve ici pour Allez. faire l'essai comme d'habitude. On y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure Vanessa. La nouvelle Ghibli est composée d'une silhouette pure et élégante. Il s'agit de la plus petite des créations de chez Maserati. Et en faisant le tour du propriétaire, nous pouvons sans l'offenser la qualifier de bébé quattroporté, puisqu'elle est construite sur la base de sa sœur aînée. L'avant est dominé par la calandre classique Maserati où les ailettes verticales cintrées reprennent le style de la Gran Turismo et celui d'une légende d'autrefois, la Berlinetta A6 GCS.
Le grand trident est suspendu dans le centre de la calandre où convergent des blocs optiques agressifs équipés de feux à LED qui rendent la voiture immédiatement identifiable. En observant sa ligne aérodynamique, il est facile de reconnaître les éléments propres à la tradition Maserati. À l'intérieur, nous pouvons y découvrir un cuir souple au grain fin et des coutures raffinées qui témoignent d'un artisanat qui plonge ses racines dans le passé de chez Maserati. Sur les appuis-têtes, le trident gaufré symbolise le soin dont les sièges ont fait l'objet. Avec leur forme baquet, ils mettent en valeur l'allure sportive de l'habitacle, tout en y apportant un confort excellent. Le summum du high-tech est de plus représenté dans ce grand écran de plus de 8 pouces. Le Maserati Touch Control est le portail d'accès aux toutes dernières technologies. Il assure une gestion très simple de la plupart des systèmes embarqués. Raffiné et moderne, l'habitacle embrasse la philosophie des belles italiennes. Allez, c'est parti Gilles, on va se faire l'essai de la Maserati Ghibli. Mais en tout cas, j'aimerais revenir sur ce petit cadeau, franchement. Merci, une Stratos dans Asphalt. C'était un moment inoubliable. Ben oui, maintenant on va pouvoir donc, on est passé d'une voiture légendaire, mythique, qui a tout gagné en championnat du monde des rallyes dans les années 70, à une autre voiture, la marque au Trident, qui est moderne, donc 30-40 ans séparent ces voitures. On va voir qu'est-ce que ça donne maintenant. Et oui, hein, on reste en Italie. Voilà. La Ghibli est la première Maserati à se doter d'un diesel de 275 chevaux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce moteur? Oui, en effet, Vanessa. Je suis agréablement surpris de pouvoir essayer aujourd'hui la première Maserati équipée d'un moteur diesel. Il est très souple, très coupleux. Il ne prend pas beaucoup les tours comme tout moteur diesel de cette cylindrée qui se respecte. Je crois 4500 tours, un régime maxi. C'est là qu'il développe sa puissance maximale. Et il a, je trouve, un très bon agrément de conduite. Il est très souple, très coupleux, très régulier. Franchement, très silencieux. La boîte est équipée d'une boîte ZF. Il y a une petite histoire sur la ZF. On peut en parler? Oui, ZF est un grand constructeur. Et quand j'ai étudié tout à l'heure la fiche technique de la voiture, de suite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au Renault 5 Turbo, que je connais bien évidemment, et leur fameuse boîte qui équipait toutes les voitures d'usine, notamment celle de Jean Ragnotti qui a gagné le Monte Carlo, et qui a certainement dû passer par ici avec une boîte ZF à l'époque quand il a gagné. Ça c'est pas mal, oui. Vous venez de l'entendre, dans toute l'histoire du Trident, la Ghibli Diesel est la première Maserati qui roule au gasoil. En effet, le capot dissimule un révolutionnaire V6 de 3 litres qui exploite tous les avantages des dernières technologies mises au point pour les moteurs diesel. Il est doté d'un fort tempérament sportif et d'une puissance de 275 chevaux. La Ghibli Diesel bondit de 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes 3. Une Maserati se distingue aussi par sa sonorité. Deux générateurs de son installés près des sorties d'échappement subliment les tonalités du moteur en les modulant selon le style de conduite. Si la touche sport est enfoncée, le moteur libère une voix plus agressive qui suscite des émotions uniques. À présent, Asphalt vous amène à la découverte d'un supercar italien, la Manzanti. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Gilles? La Manzanti Ventra? C'est ça. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de la croiser quelques fois, mais jamais d'avoir le privilège d'essayer ce supercar exceptionnel. Ça, c'est dommage. Alors, c'est une voiture haut de gamme et faite sur mesure selon les désirs du client. Vous comprendrez aisément pourquoi la firme n'en fabrique que 5 par an. Regardez. Mazzanti, une marque automobile qui ne dit certainement pas grand-chose au grand public, et pourtant, ce constructeur italien dessine et réalise les rêves de ses clients au travers de supercars. Spécialisé dans la restauration de véhicules de prestige, Walter Farali et Luca Mazzanti décident de s'associer en 2001. Ensemble, ils misent sur un savoir-faire d'exception. Nous sommes un constructeur italien qui porte haut les couleurs de l'artisanat dans le monde. Il ne faut pas trouver ce genre de voiture sur des chaînes de production, ni acheter pour l'investissement. Notre marque, c'est la passion et nous voulons transmettre une émotion aux clients.
Aujourd'hui, il y a tellement de marques automobiles. Mais nous avons une automobile qui incarne vraiment ce que désire le client, même pour ce qui est très difficile à trouver. Un'automobile che incarna veramente quello che il cliente sente dentro è un po' più difficile da trovare. Noi usiamo anche nella placchetta. Nous mettons en avant aussi l'origine de la fabrication Made in Italy parce qu'elle symbolise bien le summum de ce que nous sommes et ce que nous faisons. Che noi siamo e di cosa facciamo. Produite qu'à seulement 5 exemplaires par an, la Eventra est un supercar haute couture au V8 à en faire pâlir plus d'un. Ce bolide transalpin dont le nom fait référence à la déesse de l'immortalité est capable d'atteindre plus de 350 km/h. Les plus belles marques du marché de l'automobile du luxe n'ont qu'à bien se tenir. Ce petit bijou passe de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 2. Un must pour les clients toujours friands de vitesse, mais surtout d'exclusivité, car le luxe, c'est aussi le sur-mesure, parfois poussé à l'extrême, et Mazzanti Automobile l'a bien compris. E la Eventra segna un pochino un passo. La Eventra, c'est un pas en avant, pas seulement pour la technologie embarquée, mais aussi pour les prestations que les supercars doivent offrir aujourd'hui. Tutto quello che una supercar deve avere adesso, quindi abbiamo un 7 litri con 700 cavalli. Elle est dotée de 7 litres pour 700 chevaux avec un rapport poids-puissance excellent, puisqu'elle ne pèse qu'une tonne 3. Mais surtout, elle est totalement personnalisable. Par exemple, si vous choisissez d'avoir la carrosserie tout en carbone ou en semi-aluminium. Personalizzabile e si può scegliere se avere la carrozzeria in carbonio oppure in carbonio misto alluminio. Pour les éventuels intéressés, sachez qu'il faut 9 mois pour construire une Eventra et que les 650 000 € du prix de base peuvent être largement dépassés puisque, je vous le rappelle, tout est personnalisable. Il s'agit d'une propulsion. Quel est son comportement? Comment l'avez-vous ressenti sur la route? Surtout aujourd'hui qui pleut. Voilà, aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas aidés par la météo, mais bon, tout client qui se respecte va se trouver confronté un jour ou l'autre Tout à fait. à des conditions météo comme ça assez extrêmes. Comme toute propulsion, comme vous l'avez dit Vanessa, avec un moteur à l'avant, on a une voiture par excellence qui a tendance à vouloir glisser. Donc la technologie moderne, évidemment, d'antipatinage, de correcteurs d'assiette, de moteurs très souples, etc., ont tendance à neutraliser ces réactions. Je trouve que le côté Italian Touch, si je dirais, Oui. qui caractérise cette voiture mythique et sa marque, lui confère un côté quand même sportif, malgré que nous sommes dans une diesel, ouais, c'est vrai. grand public. Mhm. Je trouve que au niveau du freinage, au niveau du comportement, elle a tendance à être peut-être un petit peu trop sportive et elle pourrait, Ah, dans par certains rapport à la cas- cible clientèle en fait. Hein. Voilà, par Oui, rapport à la oui, cible oui, clientèle tout à fait, de personnes qui pourraient acheter cette voiture, Mhm. non pas pour aller faire du sport avec, Oui, bien sûr. et de conduire très vite, mais de conduire tranquille avec le plaisir d'être dans une voiture comme ça de prestige. Il faut faire quand même attention, dans des conditions comme ça extrêmes, on peut se faire un petit peu surprendre. Ah oui. Oui, par son freinage, qui est exceptionnel, puisqu'elle est équipée de gros étriers avec des gros disques ventilés. Donc quand on a tendance à rouler vite, on a vraiment un freinage de qualité, je dirais même supérieur à la qualité, Ah oui. oui. D'accord. Mais par contre, on a le revers de la médaille, c'est qu'on a justement un freinage qui manque un petit peu de progressivité, qui est très puissant, et une voiture qui a tendance quand même aussi à vouloir un petit peu décrocher de l'arrière. Bon, l'antipatinage, on peut se faire surprendre. L'antipatinage est là quand même pour faire son travail, c'est vrai, mais on a quand même des petites réactions de décrochage Ah. dans des conditions comme ça extrêmes qui faire peuvent être... il faut faire attention, voilà, D'accord. on retiendra ça. De la caisse à la transmission, en passant par les suspensions et les freins, le moindre élément agit de concert pour délivrer cette union extraordinaire entre confort et performance. Installée à l'avant, la boîte automatique ZF à 8 rapports de dernière génération fait corps avec le moteur. Légère, performante et précise, elle est pilotée par un logiciel qui est en mesure d'identifier le style de conduite et les conditions de la chaussée pour adapter le passage des rapports. Elle propose 5 modes que l'on peut sélectionner via des touches regroupées sur le côté gauche du levier de vitesse. Une petite nouveauté dans Asphalt, nous allons vous donner un véritable cours de mécanique. Alors comment prépare-t-on un moteur d'R5 turbo? La réponse avec notre spécialiste.
Bon, ben déjà, il faut tout démonter et tout contrôler les pièces qui sont dedans parce qu'il y a des pièces qui s'usent. Et en fait, il faut reconditionner le moteur pour qu'il soit parfait. Alors, on change des pièces parce qu'en mettant un moteur un peu plus puissant, il faut mettre d'autres matières, par exemple les chemises acier. Après, tout ce qui est coussiné, tout ça, c'est tout neuf. Reconfectionner la pompe à huile, parce que le débit de pression n'est plus le même, puisqu'on augmente un petit peu la pression pour les remontées d'huile et tout ça. Et ensuite, on aura un moteur quand même qui va faire 220 chevaux, 230 chevaux, on y arrive plus ou moins, quoi. Hein. C'est jamais bien défini, mais bon, il faut arriver à gagner le maximum, et voilà. Donc les chemises, ça c'est tout acier en fait, parce que comme on augmente la pression, il faut qu'elle puisse résister. La fonte ne résiste pas du tout. Voilà, donc c'est une fonte spéciale acier qu'on met dedans. Voilà. Et pour s'assurer que ce soit parfait, on le rectifie le bloc. Et de là, après, on usine la portée de la chemise qui est ici, cette portée-là, donc dans le bloc, pour que la chemise ait un dépassement de 8 centièmes maximum. Voilà, pour qu'il y ait un bon écrasement du joint et pour que, justement, avec la pression du turbo, ça n'abîme pas le joint. Maintenant, on peut passer aux bielles et pistons. Donc, les bielles et pistons, on les prend, on les pèse. Il faut qu'ils soient identiques, axe et piston. Ensuite, on contrôle le jeu des axes dans le piston et aussi l'éclairage des pistons pour pas qu'ils soient comme ça ou comme ça, parce que d'origine, il y a toujours un petit décalage. On rattrape tous ces défauts. Et une fois qu'on a fait ça, ensuite, on prend les bielles. S'il faut changer les bagues, on contrôle les bagues, on les change, on les met à l'aise et tout ça. Après, on bloque les bielles auto. Et ensuite, on fait l'équilibrage des bielles. On prend celle qui est la plus légère des quatre, parce que c'est un 4 cylindres. Et une fois qu'on l'a fait un côté, on la retourne de l'autre côté. Et c'est parfait. Il faut qu'elle soit parfaite. Quand tout ça c'est fait, on contrôle en même temps l'équerrage de la bielle dans ce sens-là et dans ce sens-là, pour être sûr que c'est d'équerre. Voilà, et on fait les quatre pareils. Pour la culasse, il faut décomprimer la culasse pour qu'on ait un rapport de 6-9. Donc, pour avoir un rapport de 6-9, déjà, il faut rectifier les sièges et que toutes les soupapes soient toutes à la même hauteur par rapport au plan de joint. Avec un joint parfait, un plan de joint parfait. Une fois que les sièges sont faits, on mesure la valeur des chambres et il faut qu'on ait la même chose à chaque chambre. Et après, de là, on fait notre rapport volumétrique sur le moteur. Le rapport volumétrique, c'est en fait, étant donné qu'on a un turbo qui souffle à peu près à 1 bar 2, il faut que notre rapport volumétrique soit calculé en fonction de ce qu'on pousse dans les cylindres. Voilà. Donc les pistons, en fait, on les contrôle avec un palmaire. Voilà. Et on mesure un piston environ à 1 cm de la jupe du piston. Parce qu'un piston est elliptique. Donc, il faut le mesurer à cet endroit-là. Et sur ces moteurs-là, la cote du piston donne le jeu au cylindre parce que le cylindre est à 0. Par exemple, ici, on aurait 8 centièmes de jeu. Et c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Maintenant, on va passer à tout ce qui est autour du moteur. En fait, il faut vraiment une préparation spécifique. Donc, au niveau de l'arbre à cam, on contrôle effectivement la levée de la cam et les degrés de cam
pour pouvoir faire un moteur beaucoup plus nerveux ou beaucoup plus souple avec du couple. Il faut aussi augmenter la pompe. Alors d'origine, ça fait à peu près 110 à 120 de débit. Et là, on est obligé de passer minimum 180 pour avoir assez d'essence pour le moteur. Bon voilà, on arrive donc à l'échangeur. C'est un échangeur RR qui permet de refroidir l'air qui rentre dans le moteur par la poussée du turbo, par l'air qui arrive de l'extérieur, qui passe à travers ce faisceau. Donc ce faisceau est de meilleure qualité pour le 200 chevaux, il est plus large aussi, pour vraiment avoir le maximum d'air frais pour que l'air arrive suffisamment frais dans le moteur. Pour l'échappement, ici, nous avons un échappement d'origine avec des conduits qui sont plus courts et plus longs. Donc avec nous faisons donc ces échappements justement pour que la longueur de tous les cylindres soit exactement la même, le plus près possible de la tolérance zéro. Bon ben voilà, vous avez fait le tour de la mécanique, maintenant on va vous la faire démarrer. Gilles, nous arrivons au terme de cette émission. Que pensez-vous finalement de cette voiture dans son ensemble? Donc je resterai très positif quant à l'essai de cette voiture, évidemment. On va commencer par les points positifs. Une super ligne, hein, c'est vrai, vraiment très jolie. Qui je trouve se démarque de par son style italien, son petit design caractéristique qui lui donne pour moi, ça c'est personnel, un petit plus par rapport aux allemandes, hein, qui sont plus sobres, elles ont moins de vie. Après je dirais sa finition, aussi bien extérieure qu'intérieure. On a une voiture qui est très sobre, avec des petits éléments de qualité, le trident, la petite montre caractéristique de toutes les Maserati légendaires, la petite casquette, hein, qu'on retrouve sur beaucoup d'italiennes, même des voitures encore plus prestigieuses. Je dirais le bruit, hein, on n'en a pas encore parlé du bruit, Vanessa. Pour un diesel, quand on est au volant en position sport, incroyable. On a une sonorité digne d'un très joli V8 atmosphérique. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça c'est quand même vraiment génial. Celui qui lui confère quand même un caractère très sportif pour une voiture de cette gamme, comme on a expliqué tout à l'heure. Après, quant au point négatif, je dirais attention sur route mouillée. Au comportement de la propulsion, évidemment. Petites réactions. Et puis son poids, c'est une voiture qui est un petit peu lourde, mais bon, ça fait aussi partie de sa catégorie, avec un embonpoint, un poids un petit peu. Mais enfin, ce qui lui donne une voiture cossue. On est bien assis, on est entouré de matériaux de qualité, avec une belle sonorité. On a envie de partir faire de la route avec. Voilà, Gilles, c'est terminé. En tout cas, vous êtes revenu, donc vous allez certainement être parmi nous dans les prochaines émissions Asphalte, j'espère en tout cas. Ben oui, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je suis de nouveau venu participer à votre émission. Et alors, merci pour ce cadeau, la Stratos, grand moment, merci beaucoup. Oui, ça c'était spécialement pour vous, Vanessa. Merci, à très bientôt Gilles. Au revoir. Il vous suffit de poser le regard sur les courbes de sa carrosserie pour comprendre que la Maserati Ghibli mise sur un certain standing pour se démarquer de ses rivales. Au final, au-delà de son degré de raffinement, c'est le niveau sonore qui règne à son bord à tout instant. Même à vitesse modérée et stabilisée, cette berline donne l'impression de ne jamais s'apaiser, d'être toujours sur la réserve, mais prête à bondir. Restez fidèles à Asphalte car la fois prochaine, nous vous emmènerons à bord de la nouvelle Mégane RS. La sportive affiche un look, un moteur et un équipement technologique totalement remis au goût du jour. Pour en savoir davantage, soyez au rendez-vous le mois prochain. Asphalte, c'est déjà terminé. On se retrouve très vite pour toute l'actualité automobile. À très vite.